Imaginez un train de luxe lancé à toute vitesse vers Londres. À minuit, un cri déchire le wagon, mais quand on ouvre la porte, le passager a disparu sans laisser la moindre trace, et la montre arrêtée dans sa cabine indique une heure qui ne correspond pas. Bonsoir, mes détectives. Ici, Hercule Poirot face à l'une des énigmes les plus déroutantes de sa carrière, le cas du London Express de demain. Un mystère d'illusion, d'ingénierie criminelle et de secrets cachés derrière les rideaux rouges des compartiments. Je vous promets, à la fin de cette histoire, vous découvrirez le détail minuscule que tout le monde avait ignoré, mais qui va tout révéler. Commentez ci-dessous votre ville pour que je sache d'où viennent mes petits détectives. Et préparez-vous, car ce voyage sur le London Express ne vous laissera pas dormir cette nuit. Le vent soufflait violemment sur la gare de Calais, soulevant les volutes de vapeur autour de la locomotive du London Express. Les passagers, élégamment vêtus, montaient à bord dans une ambiance à la fois mondaine et nerveuse. Tout semblait normal, sauf ce détail. Une femme en manteau sombre observait chaque voyageur avec une intensité troublante, comme si elle attendait un signe. Parmi les voyageurs, un homme corpulent au visage rougeau brandissait une mallette noire qu'il refusait de confier au porteur. Plusieurs témoins jurèrent plus tard qu'il transpirait abondamment malgré le froid glacial. À quelques mètres, une jeune gouvernante, tenant un enfant par la main, ne cessait de jeter des regards furtifs en direction de cet homme. Lorsque le train s'ébranla, la nuit engloutit les rails, et un silence de plomb s'abattit dans les wagons. Seul le cliquetis régulier des roues résonnait comme une horloge funèbre. C'est à ce moment précis qu'Hercule Poirot, assis dans son compartiment de première classe, leva les yeux de son journal. Il avait senti ce frisson particulier, celui qui annonce un mystère. À minuit pile, un cri fendit le couloir. Les voyageurs accoururent, mais quand la porte du compartiment d'où venait le hurlement s'ouvrit, le passager avait disparu. Sur le siège, un verre de cognac renversé, une montre arrêtée à 23h47 et une tache rouge qui ressemblait à du sang. La panique saisit le train. Certains parlèrent d'un accident, d'autres d'un enlèvement. Mais comment quelqu'un pouvait-il disparaître d'un compartiment verrouillé de l'intérieur, en plein trajet, sans que personne ne voie rien? Les hypothèses se mêlaient aux cris, créant un chaos digne d'une tempête. Poirot s'avança lentement, impeccable dans son costume sombre, la moustache parfaitement taillée. Ses yeux brillaient d'une curiosité presque amusée. « Mesdames et messieurs, » dit-il d'une voix calme, « je vous en prie, gardez votre sang-froid. Ce train recèle une énigme, et elle est déjà en train de nous parler. » Il se pencha sur le siège taché. Ses doigts gantés frôlèrent la montre arrêtée, puis la mallette désormais introuvable. Son regard parcourut la cabine avec une minutie glaçante. Une disparition dans un espace clos. Voilà qui est digne de mes petites cellules grises. Pendant ce temps, les passagers retenaient leur souffle. Certains priaient, d'autres fixaient la porte comme si le disparu allait soudain réapparaître. Mais Poirot savait déjà, le crime parfait n'existe pas. Chaque illusion cache une faille. Et cette faille, il allait la trouver. Le train poursuivait sa course dans la nuit, ignorant que son voyage allait devenir légendaire. Car au matin, le London Express ne transporterait plus seulement des voyageurs. Il porterait dans ses wagons la rumeur d'un mystère qui allait secouer toute l'Europe. Le tumulte dans le couloir du wagon s'intensifiait. Les voyageurs, réveillés en sursaut, se pressaient autour du compartiment vide. Certains murmuraient que l'homme à la mallette avait été assassiné. D'autres parlaient d'un coup monté. Les voix se chevauchaient, formant une rumeur oppressante qui amplifiait la peur. Un contrôleur tenta de calmer la foule en levant les mains, mais son visage pâle trahissait sa propre angoisse. « Mesdames et messieurs, » dit-il d'une voix tremblante, « je vous assure que nous allons trouver une explication. » Mais ces mots résonnèrent dans le vide. Chacun savait que l'explication, quelle qu'elle soit, ne pouvait être banale. Poirot, imperturbable, leva un doigt pour demander le silence.
Le simple éclat de son autorité fit reculer les plus bavards. Il entra dans le compartiment désert et observa chaque détail, comme un peintre, devant une toile inachevée. Rien n'échappait à son œil aiguisé. Une empreinte légère sur la vitre, un bouton de manchette tombé au sol, et surtout, l'absence flagrante de la mallette noire. « Intéressant, » murmura-t-il. Le corps a disparu, mais la preuve du mobile est évidente. Ses yeux se posèrent sur les voyageurs attroupés. Cette mallette contenait quelque chose de bien plus précieux que de simples documents. Elle est la clé de ce mystère. Une femme élégante, vêtue de perles, osa prendre la parole. « Monsieur Poirot, vous insinuez qu'il s'agit d'un vol. Mais comment expliquer le cri ?» Poirot arqua légèrement un sourcil amusé par la naïveté de la question. « Madame, un cri peut être provoqué par bien des choses. La douleur, la surprise ou une mise en scène. » Le jeune enfant de la gouvernante tira sur la manche de sa mère, chuchotant trop fort pour être ignoré. « Maman, j'ai vu l'homme donner un papier à la dame en manteau sombre. » Avant de disparaître, un frisson parcourut la foule. Tous se retournèrent vers le couloir, mais la mystérieuse passagère n'était plus là. Poirot sortit sa montre de gousset, la consulta et déclara « Mes amis, si nous voulons résoudre cette affaire, chaque seconde compte. L'assassin, ou le voleur, est encore parmi nous, enfermé dans ce train, lancé à pleine vitesse. » Ces mots résonnèrent comme un verdict. Le contrôleur, de plus en plus nerveux, proposa de fouiller chaque compartiment. Mais Poirot leva la main. « Non, mon cher. Si nous nous précipitons, nous perdrons l'essentiel. La vérité se cache dans les détails. Et les détails, eux, ne fuient jamais. » Alors que le train s'enfonçait dans la nuit, les passagers sentaient déjà que ce voyage ne serait plus jamais ordinaire. Le London Express devenait un théâtre d'ombre où chaque regard, chaque geste, chaque silence pouvait dissimuler un meurtrier. Et Poirot, seul maître de la scène, allait bientôt lever le rideau. Le train roulait à toute allure à travers la campagne anglaise, ses wagons illuminés, contrastant avec l'obscurité de la nuit. Dans le salon de première classe, les passagers chuchotaient, leurs visages marqués par la peur et la curiosité. Chacun cherchait des yeux la mystérieuse femme en manteau sombre, mais elle semblait s'être évaporée comme un spectre. Poirot, assis tranquillement dans un fauteuil, observait les passagers avec attention. Son regard passait d'un visage à l'autre, notant chaque tressaillement, chaque silence trop long, chaque geste nerveux. Il savait que dans cette pièce se cachait au moins une vérité, et peut-être un mensonge mortel. Le contrôleur entra précipitamment, essoufflé. « Monsieur Poirot, » annonça-t-il, « nous avons fouillé les wagons arrière. La femme en manteau sombre n'est nulle part. Certains voyageurs affirment qu'elle est descendue à Calais, mais d'autres l'ont vue après le départ. » Une contradiction qui, loin de troubler Poirot, fit briller ses yeux d'excitation. « Ah !» s'exclama-t-il en se levant. « Voilà ce que j'aime. Quand deux vérités s'affrontent, c'est que l'une d'elles est un mensonge bien habillé. » Il arrangea sa moustache et demanda qu'on lui apporte une liste complète des passagers embarqués à Calais. Une gouvernante, pâle et tremblante, osa prendre la parole. « Monsieur Poirot, je jure que j'ai vu cette femme parler brièvement avec l'homme à la mallette. Elle lui a glissé quelque chose dans la main, et il est devenu encore plus nerveux après cela. » Poirot inclina la tête. « Voilà une pièce du puzzle. Mais laquelle? Une menace? Une promesse? Ou un piège ?» Un gentleman d'âge mûr, vêtu d'un costume gris impeccable, ricana doucement. « Peut-être, monsieur Poirot, que vous cherchez trop loin. Les disparitions soudaines ne sont-elles pas souvent dues à des dettes de jeu ou à des liaisons inavouables ?» Poirot fixa l'homme d'un regard perçant. « Monsieur, je vous remercie, car votre hypothèse en dit plus sur vous que sur l'affaire. » Le silence tomba aussitôt, lourd et gênant. Le gentleman détourna les yeux, visiblement contrarié d'avoir attiré l'attention. Poirot, lui, notait mentalement chaque réaction. Le moindre mouvement pouvait être une confession déguisée. Puis, dans un souffle à peine audible, une passagère âgée murmura « J'ai vu son manteau ».
dans le couloir près du wagon-restaurant, mais quand j'ai voulu m'en approcher, il avait disparu, comme si on l'avait volé. Poirot se redressa, les yeux brillants. « Ah, mes amis, nous ne cherchons peut-être pas une femme, mais un manteau. Et un manteau peut être porté par n'importe qui. » Les passagers se regardèrent, glacés, car soudain, une vérité effrayante s'imposait. Le coupable pouvait se cacher juste sous leurs yeux, dissimulé derrière ce vêtement sombre. Alors que le London Express poursuivait sa course à travers la nuit noire, Poirot décida de retourner dans le compartiment où l'homme à la mallette avait disparu. Il exigea que personne n'y entre avant lui. Quand il ouvrit la porte, l'air semblait plus froid, presque glacé, comme si la cabine elle-même conservait le souvenir du crime. Il s'assit lentement sur la banquette, ses yeux scrutant chaque détail. À première vue, rien n'avait changé. La montre arrêtée, le verre renversé, la trace rouge sur le tissu. Pourtant, Poirot savait que les apparences étaient trompeuses. Un compartiment parle toujours à qui sait écouter, murmura-t-il. Son regard se posa sur la fenêtre, sur la vitre embuée par la condensation. Un doigt avait tracé une marque minuscule, presque effacée par le froid. 3 lettres, à peine lisibles. LEX. Poirot pencha la tête, fasciné. Était-ce une signature laissée par la victime, ou un avertissement du coupable? Un contrôleur l'observait en silence depuis l'embrasure de la porte. Poirot l'interpella. « Dites-moi, mon ami, quelqu'un aurait-il eu le temps d'ouvrir cette fenêtre durant le trajet ?» Le jeune homme secoua la tête avec conviction. « Impossible, monsieur. À cette vitesse, le vent aurait arraché tout ce qui se trouvait à proximité. » Poirot réfléchit, caressant sa moustache. « Alors ces lettres ont été tracées avant, peut-être même avant le départ du train. Ce crime a été préparé avec soin. Mes petites cellules grises n'en doutent pas. » Au même instant, un bruit léger attira son attention, un froissement discret, comme un soupir retenu. Poirot se leva brusquement, ouvrit la porte de la penderie du compartiment et découvrit une petite silhouette recroquevillée. C'était l'enfant de la gouvernante, qui avait réussi à se glisser là sans être vu. Le garçon, les yeux écarquillés de peur, balbutia. « Je n'ai rien dit, monsieur, mais j'ai vu quelqu'un sortir d'ici, juste après le cri. Ce n'était pas l'homme à la mallette, c'était une autre personne, avec le manteau sombre. Ses mains tremblaient, mais ses mots résonnaient comme une révélation. » Poirot posa une main rassurante sur son épaule. « Vous êtes courageux, mon petit. Vous êtes le témoin silencieux que ce crime redoutait. » Il se tourna vers le couloir, la voix ferme. « Mesdames et messieurs, désormais, je peux vous l'assurer, ce que nous avons devant nous n'est pas un simple vol. C'est une mise en scène machiavélique. » Dans le train plongé dans la tension, chacun sentit que le mystère s'épaississait. Le London Express n'était plus seulement un voyage de nuit. Il devenait un piège roulant, où chaque instant rapprochait les passagers de la vérité ou d'un nouveau crime. La révélation de l'enfant plongea les passagers dans un silence lourd. Chacun sentait désormais que l'ombre d'un imposteur rôdait dans les wagons. Une femme au manteau sombre avait été vue, mais rien ne prouvait que c'était réellement une femme. Dans ce théâtre roulant, le coupable pouvait être n'importe qui. Poirot, les mains derrière le dos, parcourut lentement le couloir. Ses pas résonnaient comme un métronome. « Mes amis, » dit-il calmement, « rappelez-vous que dans toute comédie humaine, le déguisement est l'arme la plus redoutable. Un manteau, un chapeau, et l'on devient une autre personne. » Une passagère âgée, crispant son sac à main, rétorqua avec nervosité. « Mais enfin, monsieur Poirot, vous n'allez pas accuser chacun de nous d'avoir porté ce manteau. » Le détective sourit doucement. « Pas chacun, madame, mais certains ont eu plus d'occasions que d'autres. » À ce moment, la gouvernante intervint, serrant son fils contre elle. « Je connais cet enfant, monsieur Poirot. Il ne ment jamais. S'il dit avoir vu une autre personne, alors c'est la vérité. » Elle lança un regard accusateur vers les autres voyageurs, comme pour démasquer celui qui osait se cacher. Poirot leva une main pour ramener le calme. Ce que l'enfant a vu est essentiel. Mais je vous le dis, le coupable a choisi un manteau sombre, précisément parce qu'il pouvait passer de main en main.
brouiller les pistes et semer le doute. C'est le jeu des masques. Un homme trapu, vêtu d'un costume rayé, se mit à transpirer abondamment. Vous parlez comme si l'assassin jouait avec nous, Monsieur Poirot, comme un acteur sur une scène. Poirot se tourna vers lui, son regard perçant le transperçant. Mais c'est exactement ce qu'il fait, monsieur. Et vous savez, tout acteur finit par laisser tomber son masque. Un nouveau détail attira son attention. Un parfum tenace flottait dans le couloir. Une senteur de jasmin qui ne correspondait à aucun des voyageurs présents. Poirot huma l'air avec concentration. Voilà un indice que le coupable a oublié d'effacer. Le jasmin, mes amis, est plus bavard qu'une confession. La tension monta d'un cran. Les passagers se regardaient désormais avec méfiance, redoutant que l'un d'eux soit déjà démasqué. Chacun se souvenait de ses propres gestes, de ses propres déplacements, et craignait d'être soupçonné. Poirot, lui, restait serein. « Ne craignez rien », dit-il doucement. « Le crime parfait n'existe pas. Le coupable croit avoir brouillé les pistes, mais il a déjà commis une erreur. Et cette erreur, mes petites cellules grises sont prêtes à la dévorer. » Alors que le London Express fendait la nuit, Poirot s'arrêta net dans le couloir, inspirant une nouvelle fois cette senteur entêtante de jasmin. « Ce parfum, dit-il d'une voix grave, n'est pas une coïncidence. Il s'accroche au tissu, il s'imprègne dans l'air, et il appartient forcément à quelqu'un ici. » Les regards se tournèrent aussitôt vers les dames présentes. Certaines haussèrent les épaules, d'autres se défendirent avec vigueur. Mais une jeune femme, vêtue d'une robe de velours bleu, détourna la tête. Poirot, qui ne perdait jamais une réaction, fixa longuement son profil avant de reprendre sa marche. « Madame, dit-il doucement, en s'approchant, « pardonnez ma curiosité, mais portez-vous ce parfum ce soir ?» La jeune femme hésita, puis secoua la tête avec vivacité. « Non, monsieur Poirot, je n'en ai jamais mis. » Pourtant, son malaise évident trahissait une vérité qu'elle cherchait à cacher. Le contrôleur, sentant la tension croître, tenta d'intervenir. Peut-être que le parfum vient des bagages. Certains flacons se cassent et Poirot l'interrompit sèchement. « Non, mon cher, ce parfum a été porté, et récemment. L'odeur est trop vive pour être accidentelle. » Une rumeur parcourut les passagers. Chacun se demandait quel rôle jouait cette femme, au regard fuyant. Était-elle complice, témoin silencieux, ou bien la clé du mystère? Le silence devint presque insupportable, seulement brisé par le grondement du train. Poirot, là, calmement, reprit. « Le crime est comme un parfum. Il tente de s'évaporer, mais il laisse toujours une trace. Vous croyez l'avoir caché, et pourtant, il flotte dans l'air. » Ses paroles semblaient s'adresser à tous, mais son regard restait fixé sur la jeune femme en velours bleu. Celle-ci finit par craquer. Sa voix tremblait quand elle parla. « Oui, j'ai porté ce parfum, mais je vous jure que je n'ai rien à voir avec la disparition de cet homme. » Poirot plissa les yeux. « Alors pourquoi le cacher? Quand on ment sur un détail, c'est souvent qu'on cache une vérité bien plus lourde. » Les passagers murmurèrent entre eux, partagés entre la peur et le soulagement de voir un suspect désigné. Mais Poirot leva aussitôt la main. « Ne vous méprenez pas. Madame n'est peut-être pas coupable, mais son mensonge, lui, est coupable. Et je vous promets que bientôt, nous saurons ce qu'il tente de couvrir. » Le train poursuivait sa route, et avec chaque kilomètre, l'énigme du London Express s'épaississait. Tous savaient désormais que nul ne pouvait échapper au regard impitoyable de Poirot, car lui seul savait que la vérité, comme le jasmin, finit toujours par empoisonner l'air. Le train ralentissait légèrement en abordant un long pont de fer. Le bruit métallique des roues résonnait comme un écho inquiétant. Poirot décida de mener sa prochaine observation dans le wagon-restaurant, encore désert, à cette heure de la nuit. Les lampes suspendues diffusait une lumière jaunâtre qui donnait au lieu une atmosphère spectrale. Il s'installa à une table, les doigts croisés, et observa le reflet de la salle dans les vitres sombres. « Chaque crime, murmura-t-il, laisse son ombre dans un miroir.
Même si le coupable croit avoir effacé ses traces, ses yeux se plissèrent. Sur le sol, juste sous une banquette, un éclat de verre scintillait. Il ramassa délicatement le fragment. C'était un morceau de fiole de parfum, portant encore l'odeur entêtante de jasmin. Poirot esquissa un sourire discret. Voilà donc la source de l'odeur, et peut-être la preuve d'une rencontre clandestine. À cet instant, une silhouette entra discrètement dans le wagon. C'était la jeune femme, en velours bleu. Elle s'arrêta net, en voyant Poirot, ses yeux s'écarquillant de surprise. « Vous, ici ?» balbutia-t-elle. Poirot la salua d'un signe de tête. « Mais bien sûr, madame, là où flotte le parfum du mensonge. Mes petites cellules grises ne sont jamais loin. » Elle se défendit aussitôt. « Ce n'est pas ce que vous croyez. J'ai seulement rencontré quelqu'un, ici, avant le départ. » Sa voix tremblait, et ses mains crispées sur son sac trahissaient une terreur profonde. Poirot pencha légèrement la tête. « Quelqu'un, ou peut-être l'homme à la mallette ?» Un silence pesant s'installa. Elle détourna les yeux, incapable de répondre. Poirot comprit qu'il venait d'effleurer une vérité dangereuse. « Vous ne dites rien, madame. Mais votre silence crie plus fort que vos mots. » Soudain, une ombre se projeta sur la vitre du wagon. Poirot se retourna vivement, mais le couloir était déjà vide. Quelqu'un avait observé leur échange, caché derrière la porte entr'ouverte. Le détective fronça les sourcils. « Ah, il y a donc un troisième acteur dans cette scène. » Dans le calme apparent du wagon-restaurant, Poirot demeura assis, son esprit tournant à toute vitesse. Le fragment de fiole dans sa main ne suffisait pas. Il fallait une preuve plus solide, une pièce du puzzle que le coupable n'aurait pas pu prévoir. Ses yeux se posèrent alors sur une corbeille métallique posée près de la cuisine. Il s'en approcha avec lenteur, comme si chaque pas l'enfonçait dans les entrailles du mystère. En soulevant le couvercle, il découvrit des papiers froissés, jetés à la hâte. Parmi eux, un morceau de lettre déchirée attira son attention. L'écriture était nette, pressée, presque nerveuse. Il lut à voix basse. « Livrez la mallette avant minuit, sinon, le reste avait été arraché. » Poirot serra le papier entre ses doigts. Voilà qui confirmait ce qu'il soupçonnait. La disparition n'était pas un hasard, mais l'aboutissement d'un chantage ou d'une transaction illicite. Et cette lettre prouvait qu'il y avait un délai précis. Minuit, l'heure même du crime. Alors qu'il rangeait le fragment dans sa poche, une voix derrière lui s'éleva. « Vous ne devriez pas fouiller là, monsieur Poirot. » C'était le gentleman en costume gris, celui qui avait déjà insinué que l'affaire pouvait être liée à des dettes. Son ton était sec, presque menaçant. Poirot se tourna vers lui avec un sourire poli. « Mais bien sûr que si, monsieur. Tout détective se doit de fouiller, surtout là où les autres préfèrent détourner les yeux. » Le regard du gentleman se durcit, et pendant une fraction de seconde, Poirot crut voir une peur mal dissimulée dans ses pupilles. « Ce papier ne prouve rien, » dit l'homme en haussant les épaules. « Des lettres déchirées, il y en a partout. » Poirot s'avança d'un pas, réduisant la distance entre eux. « Au contraire, monsieur, ce papier prouve une chose essentielle. Quelqu'un ici savait qu'il n'avait que jusqu'à minuit pour agir. » Le silence qui suivit était lourd. L'homme détourna la tête, puis quitta la salle, sans un mot de plus. Poirot le suivit du regard, pensif. Intéressant. Voilà un homme qui ne sait pas jouer son rôle. Alors qu'il repliait soigneusement la lettre, Poirot entendit soudain le cliquetis d'une porte au fond du wagon. Il se précipita, mais ne trouva qu'un courant d'air glacial. Quelqu'un, peut-être celui qui les observait plus tôt, venait encore une fois de disparaître. Poirot resta seul dans le wagon, le fragment de lettre entre ses mains. « Minuit », répéta-t-il doucement. « Le crime n'a pas été improvisé. C'était une échéance. Et celui qui a écrit cette menace est forcément ici, enfermé avec nous. » Alors que le London Express s'enfonçait dans la nuit, la tension atteignait son paroxysme. Les passagers n'osaient plus quitter leur compartiment, et chaque bruit dans le couloir semblait annoncer un nouveau drame. Poirot, lui, avançait d'un pas décidé,
persuadé que la clé du mystère résidait dans l'un des wagons encore inexplorés. Il arriva devant une porte signalée comme « inoccupée ». Pourtant, la serrure portait des marques récentes, comme si elle avait été forcée ou utilisée en cachette. Poirot ouvrit lentement la porte, et ce qu'il découvrit lui fit froncer les sourcils. Le compartiment, censé être vide, portait les traces évidentes d'une présence. Une couverture froissée, un verre encore humide, et sur la table, un billet de train soigneusement posé. Poirot prit le billet et lut le nom imprimé, Charles Denham. Mais quand il consulta la liste officielle des passagers fournie par le contrôleur, ce nom n'y figurait pas. « Voilà donc notre passager fantôme », murmura-t-il. « Quelqu'un a voyagé sous une identité qui n'existe pas. » Dans le couloir, il croisa la vieille passagère qui avait parlé du manteau. Elle sursauta en voyant le billet entre ses doigts. « Oh, monsieur Poirot, ce nom, je crois l'avoir entendu. Un homme dans le salon l'a mentionné plus tôt, mais il disait qu'il n'était pas monté à bord. » Poirot hocha lentement la tête. Voilà qui est fascinant. Un homme présent, sans être présent. Une identité empruntée pour masquer un rôle clandestin. Il s'assit sur la banquette, repassant dans son esprit la succession des événements. Minuit, le cri, la disparition, le manteau sombre, et maintenant ce billet. Tout commençait à former un schéma, encore flou, mais cohérent. Soudain, il remarqua un autre détail. Sous la banquette, soigneusement glissé, se trouvait un second fragment de papier, arraché de la même lettre que celle trouvée dans le wagon-restaurant. Cette fois, on pouvait lire. Sinon le secret sera révélé au grand jour. Poirot serra les dents. Donc ce n'était pas seulement une question d'argent ou de mallette. Il y avait un secret suffisamment lourd pour pousser quelqu'un au crime. Alors qu'il sortait du compartiment, il sentit une présence derrière lui. Il se retourna brusquement, mais ne vit qu'un couloir vide, éclairé par les lampes tremblotantes. Pourtant, il était certain d'avoir entendu un souffle, une respiration trop proche pour n'être qu'une illusion. Poirot ferma la porte, glissa le billet et le papier dans sa poche et murmura « Un passager fantôme, un secret menaçant, et un crime orchestré avec une précision diabolique. Mais souvenez-vous, mes amis, même les fantômes laissent des empreintes, et celles-ci, je les trouverai. » La découverte du compartiment inoccupé hantait encore l'esprit de Poirot, tandis que le train s'enfonçait dans la campagne obscure. Il réfléchissait à ce billet portant le nom de Charles Denham. Était-ce un alias du disparu, ou bien l'identité d'un complice encore tapi dans l'ombre? Il retourna dans le salon de première classe, où la plupart des passagers s'étaient réunis, incapables de rester seuls. Les conversations s'étaient éteintes à son arrivée, comme si chacun craignait que son regard perçant perce leurs pensées. Poirot se posta au centre de la pièce, tenant le billet entre ses doigts. « Mesdames et messieurs, » déclara-t-il, « ce nom n'apparaît nulle part sur la liste officielle. Pourtant, voici la preuve qu'un certain Charles Denham a pris place à bord. » Un frisson parcourut l'assemblée. Plusieurs visages pâlirent. D'autres se durcirent dans une expression défensive. Une voix tremblante s'éleva, celle de la jeune femme en velours bleu. « Ce nom, je le connais. C'est celui qui m'a remis la fiole de parfum avant le départ. Il m'a dit que je devais la porter pour détourner l'attention. Mais je jure que j'ignorais son intention réelle. » Les regards se braquèrent sur elle, mais Poirot leva la main. « Silence, je vous prie. Cette dame n'est qu'un pion sur l'échiquier. Celui qui a manigancé tout cela, lui, se cache encore dans l'ombre. » Ses yeux se posèrent un instant sur le gentleman en costume gris, qui détourna à nouveau le regard. Poirot sortit ensuite le second fragment de lettre retrouvé dans le compartiment. « Écoutez bien, mes amis, il y est écrit « Sinon le secret sera révélé au grand jour. » Un murmure parcourut les rangs. Quel secret assez puissant pour mériter un meurtre? Une passagère élégante, dont le visage restait jusqu'alors impassible, laissa échapper une exclamation. « Ce secret, je crois savoir de quoi il s'agit. » Tous se tournèrent vers elle. Elle hésita, ses mains tremblant sur ses gants de soie. Cet homme, celui à la mallette, il n'était pas seulement un voyageur, c'était un messager. Et ce qu'il transportait
pouvait ruiner des familles entières. Poirot s'inclina légèrement. Voilà donc la nature de cette mallette, non pas de l'argent, mais des vérités dangereuses, des vérités que quelqu'un, ici, était prêt à tuer pour garder enterrées. Un silence glacial tomba dans le wagon. Chacun sentait que la vérité s'approchait, menaçante, prête à éclater comme une bombe. Et Poirot, les bras croisés, observa la scène comme un chef d'orchestre qui savait que le crescendo n'était pas encore atteint. La révélation sur la mallette fit l'effet d'une déflagration parmi les passagers. Chacun se demandait ce que ces documents pouvaient contenir. Des secrets politiques, des trahisons financières, ou peut-être des correspondances compromettantes. L'air du salon se chargea d'une tension suffocante, comme si chaque respiration devenait suspecte. Poirot, debout près de la fenêtre, observait les visages. Ses yeux captaient chaque micro-expression, chaque battement de paupières, chaque souffle retenu. « Mes amis, » dit-il calmement, « celui qui a fait disparaître la mallette a voulu gagner du temps. Mais la vérité, elle, finit toujours par arriver. Comme ce train fonce vers sa destination, un passager nerveux éclata soudain. « Pourquoi ne pas arrêter tout le monde ici, monsieur Poirot? Nous fouillons les bagages, les poches, et nous trouverons bien cette maudite mallette. » Poirot secoua doucement la tête. « Non, monsieur, car le coupable ne garde pas son arme dans sa poche. Il la garde dans son esprit. Fouiller ne servirait à rien. Observez, voilà la clé. » La jeune femme en velours bleu, toujours tremblante, osa poser une question. « Mais si cet homme a disparu, où est son corps? Personne n'a pu le cacher à bord sans que l'on s'en aperçoive. » Poirot la fixa intensément. « Justement, madame, peut-être ne cherchons-nous pas au bon endroit. » À cet instant, un bruit de métal retentit dans le wagon voisin. Tous sursautèrent. Poirot s'élança, suivi par le contrôleur, et découvrit la porte donnant sur l'extérieur entr'ouverte, battant sous la pression du vent. La peur se lut aussitôt sur les visages. « Vous voyez » cria quelqu'un. « Le corps a été jeté du train. » Poirot examina la serrure, intacte. « Non, » dit-il lentement. « Cette porte a été ouverte de l'intérieur, mais refermée maladroitement. Le coupable a voulu nous faire croire à une disparition définitive. Mais je ne crois pas que le corps soit tombé. » Il se baissa et ramassa un petit objet coincé dans la rainure du plancher. C'était une broche dorée, incrustée de pierres fines. Poirot la montra à l'assemblée. « Voilà qui est curieux. Une femme a perdu ce bijou en ouvrant la porte. Mais quelle femme? Et surtout, pourquoi simuler une disparition plutôt que d'accepter un simple vol? » Un murmure parcourut les passagers, certains se touchant le cou ou la poitrine, cherchant à vérifier si leurs propres bijoux étaient encore à leur place. Mais personne ne réclama la broche. Ce silence, pour Poirot, était plus parlant que n'importe quel cri. Il rangea l'objet dans sa poche et déclara d'une voix ferme « Mes amis, nous jouons une partie dangereuse. Celui qui a organisé ce crime n'a pas seulement volé ou menacé, il manipule chacun de nous comme des pièces sur un échiquier. Mais je vous le dis, le roi et la reine tomberont bientôt. Et alors, la vérité éclatera. » La nuit semblait s'épaissir autour du London Express, comme si les ténèbres elles-mêmes voulaient étouffer la vérité que Poirot s'efforçait de mettre en lumière. Les passagers, terrés dans leurs compartiments, étaient prisonniers d'une atmosphère oppressante, où chaque craquement du bois ou chaque sifflement du vent devenait une menace invisible. Poirot, impassible, savait que le coupable utilisait cette peur comme une arme, car un esprit paniqué commet toujours des erreurs. Tandis qu'il avançait dans le couloir, il sentait que le mystère touchait à une étape cruciale. Les masques commençaient à tomber, et bientôt, la vérité éclaterait. En examinant le wagon-restaurant à nouveau, il remarqua une anomalie. L'un des sièges, soigneusement replacé, portait une usure étrange sur le tissu, comme si quelqu'un avait passé de longues heures assis à cet endroit avant le départ. Mais ce wagon n'aurait pas dû être occupé si tôt. Poirot comprit alors qu'un passager clandestin avait utilisé ce lieu comme cachette temporaire, attendant le moment précis pour entrer en scène.
Cela confirmait son intuition. La disparition n'était pas un simple crime improvisé, mais une mise en scène planifiée, avec une précision diabolique. Le contrôleur, inquiet, suivait Poirot à distance. Sa voix tremblante rompit le silence. « Monsieur, croyez-vous que le disparu soit encore vivant ?» Poirot s'arrêta, se tourna lentement vers lui et répondit avec gravité. « Mon ami, tant que je n'ai pas vu de cadavre, je considère toujours deux possibilités, la mort et l'illusion. Ici, je crains que nous soyons en présence d'une illusion savamment construite. » Ces mots suffirent à raviver la panique chez les passagers qui, tapis derrière les portes entr'ouvertes, guettaient chaque geste du détective. En fouillant les bagages laissés près de la cuisine, Poirot découvrit une malle en cuir plus lourde que toutes les autres. Il aurait signe au contrôleur de l'ouvrir. À l'intérieur, soigneusement dissimulés sous des vêtements banals, reposaient des documents reliés par des rubans rouges. Poirot en prit un au hasard. Il s'agissait de lettres diplomatiques portant le sceau d'un ministère européen. Ses yeux se plissèrent. Voilà donc ce que contenait la mallette. Des secrets d'État. Le poids de la découverte fit frissonner jusqu'aux plus incrédules. À peine avait-il refermé la malle qu'un bruit précipité se fit entendre dans le couloir. Un passager tenta de fuir vers les wagons arrière, mais Poirot, d'une voix ferme, lança « Arrêtez cet homme !» Plusieurs voyageurs s'interposèrent, et le fugitif fut repoussé dans la lumière. C'était le gentleman en costume gris, son visage ruisselant de sueur. Pris de panique, il balbutia des excuses, affirmant n'avoir rien à voir avec ces lettres. Mais son regard fuyant et ses mains tremblantes le condamnaient plus sûrement que n'importe quelle preuve. Poirot s'approcha de lui avec une lenteur calculée. « Monsieur, » dit-il d'un ton presque doux, « vous n'êtes pas l'auteur de ce plan machiavélique. Vous n'en avez pas l'intelligence, mais vous en êtes un rouage, un complice qui pensait pouvoir se dissimuler derrière l'ombre d'un autre. » L'homme déglutit difficilement, ses lèvres tremblantes cherchant une justification. Mais aucun mot ne vint. Poirot se redressa et déclara devant tout le monde. « Ce n'est pas l'exécutant que nous cherchons, mais le cerveau. Et ce cerveau se croit encore invisible. » Le silence s'abattit à nouveau dans le train. Chaque passager retenait son souffle, redoutant d'être la prochaine cible de Poirot. Dans l'obscurité, le grondement du moteur semblait battre comme un cœur géant, implacable, rappelant que le temps pressait, car au matin, le London Express atteindrait Londres, et si la vérité n'était pas révélée avant, le coupable disparaîtrait à jamais dans la foule de la capitale. Poirot le savait, c'était maintenant ou jamais. Il réunit alors tous les passagers dans le salon principal. Ses yeux, brillants sous la lumière vacillante, se posèrent un à un sur chaque visage. « Mes amis, » dit-il, « nous avons devant nous une énigme d'une rare complexité. Mais croyez-moi, même l'illusion la plus parfaite laisse une couture mal faite. Et cette couture, je l'ai déjà trouvée. » Ces paroles glacèrent l'assemblée. Chacun comprit que la révélation approchait et que plus aucun secret ne pourrait résister aux petites cellules grises d'Hercule Poirot. La salle principale du wagon-restaurant était devenue une véritable cour de justice improvisée. Tous les passagers, réunis par ordre de Poirot, se tenaient assis, raides et nerveux, comme s'ils attendaient une condamnation imminente. La lumière des lampes vacillantes jetait des ombres inquiétantes sur leurs visages, accentuant les regards fuyants et les mains tremblantes. Poirot, debout au centre, paraissait à la fois impitoyable et serein, tel un chef d'orchestre prêt à diriger la dernière partie d'une symphonie macabre. Il commença par s'adresser au gentleman en costume gris, qui n'avait toujours pas retrouvé son calme. « Monsieur, » dit Poirot d'une voix douce mais ferme, « vous avez cherché à fuir. Voilà déjà une preuve que vous aviez quelque chose à cacher. Mais je vous connais. Vous n'êtes moi pas un homme de stratégie, seulement un homme d'exécution. On vous a donné un rôle à jouer, et vous l'avez mal joué. » Non, l'homme baissa la tête, incapable de soutenir ce regard perçant. Puis Poirot se tourna vers la jeune femme en velours bleu. «
Vous, madame, vous avez menti à propos du parfum. Vous avez accepté de détourner l'attention, en croyant sans doute que cela n'aurait pas de conséquences. Mais vous étiez manipulé, utilisé comme une diversion dans un plan qui vous dépassait. Ses yeux s'emplirent de larmes, et elle hocha la tête, en silence, comme soulagée d'être déchargée d'une partie du poids qui pesait sur ses épaules. La gouvernante et son enfant furent ensuite appelés à la barre improvisée. Poirot s'agenouilla presque devant le garçon, ses yeux brillants d'une bienveillance sincère. « Mon petit ami, dit-il doucement, vous avez été mes yeux là où les miens ne pouvaient pas voir. Vous avez vu cette silhouette dans le manteau sombre. Votre témoignage est précieux, et il confirme une chose. Ce manteau a été utilisé comme un déguisement, comme une clé pour entrer et sortir des scènes de ce drame, sans éveiller de soupçons. L'enfant acquiesça timidement, et sa mère, les larmes aux yeux, le serra plus fort contre elle. Poirot fit alors quelques pas dans la pièce, se caressant la moustache. Voyez-vous, mes amis, le manteau sombre, le parfum de jasmin, la fausse identité de Charles Denham, la lettre de menace, tout cela n'est pas un chaos d'indices. Au contraire, c'est un plan d'une précision remarquable, pensé par un esprit qui croyait pouvoir se jouer de tous, y compris de moi. Un murmure parcourut les passagers qui se regardaient entre eux, redoutant déjà que Poirot désigne le coupable. Il reprit, sa voix montant légèrement, comme pour annoncer une révélation. Le disparu n'est pas mort. Il n'a jamais quitté ce train, car le crime, mes amis, n'était pas un meurtre, mais une disparition organisée. Cet homme voulait se cacher, disparaître des yeux de ceux qui cherchaient à lui arracher ses secrets, et il a trouvé un complice parmi vous pour mettre en scène sa propre disparition. Un frisson parcourut l'assemblée. Certains passagers se levèrent, d'autres protestèrent, mais Poirot leva la main, et le silence se fit à nouveau. Ses yeux étincelants se fixèrent sur un visage jusque-là resté impassible, celui de la femme élégante, parée de perles, qui avait parlé de la mallette comme d'un simple détail. Son calme froid contrastait avec l'agitation générale, et Poirot savait qu'il touchait désormais au cœur du mystère. « Madame, dit-il d'une voix tranchante, vous saviez dès le début ce que contenait cette mallette. Vous saviez que l'homme n'était pas seulement un voyageur, mais un messager. Vous saviez aussi que ces documents pouvaient ruiner des familles entières. Et pourtant, vous n'avez montré aucune surprise quand nous les avons découverts. Votre silence est une confession. » Tous les regards convergèrent vers elle. La femme soutint le regard de Poirot sans vaciller. Son expression ne trahissait ni peur ni colère, seulement une étrange lassitude. « Vous êtes plus perspicace que je ne l'imaginais, monsieur Poirot, » dit-elle enfin d'une voix glaciale. Ce fut comme un coup de tonnerre dans le wagon. Pour la première fois, l'un des suspects admettait implicitement son rôle dans ce jeu mortel. Un silence pesant envahit le wagon. Tous les regards se braquaient sur la femme élégante, aux perles scintillantes, dont le calme glacé contrastait avec l'agitation générale. Poirot s'avança vers elle, ses pas mesurés résonnant comme un verdict inéluctable. « Madame, dit-il, vous ne niez pas. Vous acceptez que vos paroles vous trahissent. Voilà déjà une victoire pour la vérité. Mais ce que je veux savoir, c'est pourquoi. Pourquoi avoir aidé cet homme à disparaître? Pourquoi avoir joué ce rôle dans une comédie dangereuse? » Elle croisa ses mains gantées sur ses genoux et soutint son regard sans trembler. « Parce que je n'avais pas le choix, monsieur Poirot. » Sa voix était ferme, mais une brisure s'y devinait. Les documents qu'il transportait concernaient de ma famille, des correspondances vieilles de 20 ans, des secrets qui, s'ils venaient à être révélés, détruiraient notre nom et nous condamneraient au déshonneur. J'ai accepté de l'aider à se cacher, en espérant récupérer la mallette et brûler ses preuves. Un murmure secoua l'assemblée. Plusieurs passagers échangèrent des regards effarés, comprenant que cette affaire dépassait de simples rivalités personnelles. C'était un drame de réputation, de pouvoir et de mémoire familiale. Poirot, lui, restait implacable. « Madame,
Le passé n'excuse pas le crime. Vous avez transformé un simple voyage en théâtre de la peur. La femme esquissa un sourire amer. Et croyez-vous, monsieur Poirot, que l'homme à la mallette était innocent? Non. Lui aussi jouait un jeu. Il n'était pas seulement un messager, mais un maître chanteur. Il s'enrichissait en exploitant les faiblesses et les secrets des autres. Je n'ai fait que me défendre. Ces paroles, bien qu'accablantes, jetèrent le doute dans l'esprit de certains voyageurs qui, dans cette histoire, étaient réellement victimes. Poirot prit une longue inspiration. « Madame, je ne nie pas que cet homme ait pu être vil, mais ce soir, le problème n'est pas sa moralité. Le problème est la disparition que vous avez orchestrée. Et je vous le dis, il n'a pas quitté ce train. Il est ici, quelque part, dissimulé derrière une illusion. » Tous retinrent leur souffle. Les yeux se tournaient vers les compartiments fermés, les couloirs plongés dans la pénombre. La gouvernante, blême, osa murmurer. « Vous voulez dire qu'il est encore vivant, caché parmi nous ?» Poirot inclina la tête avec lenteur. « Oui, madame, ce n'est pas un cadavre que nous cherchons, mais un fantôme vivant. » Ces paroles glacèrent l'assemblée. Un passager pria à voix basse. Une autre se signa discrètement, comme pour conjurer un mauvais sort. Poirot sortit alors de sa poche les fragments de lettres retrouvés plus tôt. Il les assembla devant tout le monde, révélant enfin la phrase complète. « Livrez la mallette avant minuit, sinon le secret sera révélé au grand jour. » Il leva le papier dans la lumière vacillante. Voici la preuve qu'il s'agissait bien d'un chantage. Mais un maître chanteur qui disparaît avec sa propre mallette, voilà une contradiction qui trahit l'existence d'un complice. Ses yeux se posèrent de nouveau sur la femme aux perles. Vous n'avez pas agi seul. Quelqu'un d'autre vous a aidé. Quelqu'un qui connaissait parfaitement les rouages du train, les horaires, les compartiments vides. Poirot marqua une pause, puis ajouta d'une voix plus grave. Et cette personne est parmi nous, en train de nous observer à cet instant. Un frisson parcourut la salle. Tous se regardaient avec méfiance, se demandant qui, parmi eux, jouait encore un double rôle. Poirot, impassible, savait que le dénouement était proche. Les masques tombaient un à un, et bientôt, le dernier rideau se lèverait sur l'identité du véritable cerveau de cette machination. Un silence de plomb régnait dans le wagon-restaurant. Tous attendaient la parole de Poirot, comme si son souffle seul pouvait dissiper les ténèbres accumulées depuis le départ de Calais. Le détective, droit, impassible, observait chaque visage. Ses yeux brillaient d'une intensité presque théâtrale. « Mesdames et messieurs, » dit-il lentement, « il est temps de lever le rideau. L'illusion a assez duré. » Il fit quelques pas et se tourna vers la femme aux perles. « Vous avez joué votre rôle avec habileté, madame, mais vous n'étiez pas seule. Car pour disparaître dans un train lancé à pleine vitesse, il faut plus qu'un complice mondain. Il faut quelqu'un qui connaisse chaque serrure, chaque porte, chaque passage dissimulé. » Ses yeux se fixèrent soudain sur le contrôleur. Le jeune homme blêmit aussitôt. Son souffle devint saccadé, ses mains tremblèrent. Poirot poursuivit d'une voix tranchante. « Oui, vous, mon cher, vous qui aviez accès à tous les wagons, vous qui pouviez faire entrer et sortir un homme sans attirer l'attention. Vous avez aidé le passager à disparaître, croyant sans doute que ses promesses vous sauveraient. Mais il vous a manipulé, comme il a manipulé cette dame. » Un tumulte éclata parmi les passagers. Certains crièrent, d'autres se levèrent, incrédules. Le contrôleur tenta de se défendre, balbutiant. « Non, ce n'est pas vrai. Je n'ai rien fait. Je voulais seulement. » Mais Poirot leva la main, et le silence revint aussitôt. « Vous vouliez seulement cacher la mallette, n'est-ce pas? Seulement gagner du temps. Mais quand le plan a dérapé, vous avez choisi la peur plutôt que la vérité. » Poirot sortit alors la broche dorée qu'il avait ramassée près de la porte donnant sur l'extérieur. « Voilà la preuve, mes amis. Ce bijou n'appartient pas à une passagère, mais à la sœur du contrôleur, que j'ai reconnue dans une photographie trouvée dans ses affaires. Il l'avait avec lui, et dans la panique, il l'a laissée tomber. Voilà ce qui l'a trahi. » Le jeune homme s'effondra sur un siège, tête basse. Les murmures s'amplifièrent. Poirot, implacable, continua.
L'homme à la mallette n'a jamais quitté ce train. Pendant que nous cherchions son corps, il se cachait dans un compartiment verrouillé par son complice. Et ce complice, c'était vous. Le contrôleur, les yeux baignés de larmes, ne trouva rien à répondre. La femme aux perles se leva, pâle comme une statue. Alors tout était vrai. Il m'a utilisé. Sa voix tremblait, mais Poirot la coupa avec douceur. Non, madame, vous vous êtes laissé utiliser, parce que la peur de votre secret était plus forte que votre courage. Mais vous n'êtes pas coupable d'avoir imaginé ce plan, seulement de l'avoir suivi. Il se redressa et conclut d'une voix ferme. Voilà, mes amis, le crime n'était pas un meurtre, mais une disparition orchestrée. Le maître chanteur a cru pouvoir échapper à la justice en jouant avec vos peurs et vos illusions. Mais souvenez-vous, il n'existe pas de crime parfait. Même le plus habile des coupables laisse derrière lui une trace, aussi minuscule qu'un parfum oublié ou une broche tombée. Un silence lourd suivit ces mots, puis un souffle de soulagement traversa le wagon. Les passagers, épuisés par cette nuit de cauchemar, comprirent qu'ils venaient d'assister à l'une des plus grandes démonstrations des célèbres petites cellules grises d'Hercule Poirot. Le train continuait sa route vers Londres. Mais pour ceux qui s'y trouvaient, plus rien ne serait jamais comme avant. Poirot, enfin, remit sa montre de gousset dans sa poche et s'installa dans son siège, imperturbable. Il alluma une petite lampe, sortit un livre et dit d'une voix calme « Et maintenant, mes amis, nous pouvons voyager en paix, car le rideau est tombé. »